Après la Révolution française de 1789, on est passé d'une monarchie absolue de droit divin à la Première République, la Terreur puis le Directoire. Avec le coup d'état de Napoléon Bonaparte entre le 8 et le 9 décembre 1799, l'empereur semble avoir mis fin à la Révolution. Nous verrons d'abord ici en quoi la période napoléonienne révèle-t-elle la volonté de mettre fin à la Révolution tout en diffusant ses principes en Europe. Enfin, une fois que cette partie terminée, nous verrons l'Europe entre la Restauration et la Révolution, de 1814 à 1848. Et nous en aurons terminé avec le chapitre 1. D'ailleurs, pour suivre dans l'ordre, allez voir la vidéo sur la Révolution française, si ce n'est pas encore fait. Bonjour à tous, c'est Overstory, j'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite un excellent visionnage, et un bon retour parmi nous, étant donné que la pause se termine enfin. Après le coup d'état de Napoléon Bonaparte en 1799, le général français devient l'homme fort d'un nouveau régime politique, c'est le consulat. Il entend alors mettre fin à la révolution et rétablir l'ordre, tout en gardant les acquis de la révolution. Qu'est-ce que le consulat? C'est un régime républicain dans lequel le pouvoir exécutif se trouve entre les mains de 3 consuls. Dans les faits, le premier consul, qui est Napoléon Bonaparte, concentre l'essentiel des pouvoirs entre ses mains, dans la constitution de 1799. Si le consulat est encore une république, Napoléon instaure une dictature légale et il devient consul à vie en 1802, puis empereur en 1804. Il est le seul homme à contrôler l'ordre politique français. Cette volonté de stabilité s'appuie aussi sur le retour de la paix comme avec l'Église. C'est le Concordat de 1801 qui est un accord conclu entre le pape Pie VII et Napoléon, qui reconnaît que la religion catholique est une grande majorité française, mais pour autant qu'il faut aussi tolérer la liberté de culte en France. On peut aussi compter de nombreuses réformes pour uniformiser le territoire français avec la création de préfets, les lycées, etc. Des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Promulgué par le premier consul en 1804, le Code civil, qui est un code inventé par Napoléon Bonaparte, fixe le cadre de vie des Français en s'appliquant sur l'ensemble du territoire. En gros, c'est un texte qui unifie les règles de droit civil en France. Une partie importante de son contenu est toujours effective aujourd'hui d'ailleurs. Le 2 décembre 1804, après le sacre du pape Pie VII, Napoléon met en place un régime personnel fort, le premier empire français. Il en devient l'empereur. Si le pouvoir du nouvel empereur repose sur sa popularité, il s'appuie aussi sur un retour à l'ordre ancien avec le cérémonial monarchique qui est en partie restauré avec le retrait de beaucoup de libertés. Si le consulat et l'empire ont renforcé certains acquis révolutionnaires, ils établissent également un régime autoritaire sans équivalent en Europe, qui repose sur 3 grandes questions. D'abord l'égalité, notamment devant la loi, est inscrite dans la constitution de 1799, sauf avec le rétablissement de l'esclavage en 1802, tandis que le code civil n'apporte pas de statut de citoyenne aux femmes qui restent sous tutelle d'un homme. Les valeurs républicaines, Napoléon fait souvent référence à ces valeurs comme le drapeau tricolore, qu'il veut diffuser dans toute la France. Et enfin, la souveraineté nationale. Avec le suffrage universel en 1799, Napoléon s'appuie sur le plébiscite, afin de recevoir l'adhésion du peuple. Le plébiscite, c'est la consultation du peuple par l'intermédiaire des suffrages. Le pouvoir exécutif pose une question directe aux électeurs auxquels ils peuvent répondre par oui ou non. Mais le pouvoir impérial exerce un contrôle croissant sur le peuple, comme la censure, les grèves, les syndicats, qui sont interdits, etc. En résumé, vous pouvez comprendre qu'il y a de la nuance. Alors certes, on garde certains acquis de la Révolution, les premières devises, les premières valeurs, mais il y a quand même des limites. On a quand même de la censure, des limites comme la restauration de l'esclavage, etc. C'est un régime qui est assez controversé en fait. Napoléon a fait de l'armée le pivot de leur régime également. Cette armée devient en 1804 la Grande Armée, une armée de conscription. En gros, ce sont les jeunes hommes qui sont réquisitionnés par l'État pour effectuer leur service militaire, qui enrôle au fur et à mesure l'ensemble des territoires englobés dans toute la France, qui a compté jusqu'à 130 départements. Cette armée elle est caractérisée par le fort attachement de ses membres à son chef charismatique et par son haut degré d'organisation. Ainsi, cette grande armée, par ses conquêtes jusqu'en 1812, c'est la campagne de Russie, a ainsi permis la diffusion des principes révolutionnaires puis napoléoniens à l'échelle du continent. Un peu partout en Europe, au sein des États sous influence française, notamment le royaume d'Espagne, le royaume de Naples, d'Italie ou encore de Westphalie, se diffuse par exemple le Code civil de 1804. Cette armée fut d'abord bien accueillie, elle rencontra cependant rapidement de farouches résistances, à cause des impôts, de la répression politique et l'enrôlement de force dans la grande armée. L'Empire doit faire face à ce qu'on appelle des sentiments nationaux dans la plupart des territoires conquis. Alors qu'est-ce qu'un sentiment national? Pour faire simple, c'est un peuple, en tout cas un peuple originaire d'un pays par exemple, qui va sentir du coup son besoin de souveraineté, son besoin que son pays existe, un certain patriotisme en quelque sorte, et c'est donc ces sentiments nationaux qui s'élèvent au fur et à mesure,
car imaginons, on va prendre l'exemple de l'Espagne, les Espagnols n'ont pas forcément envie d'être dirigés par un Français, ils veulent être dirigés par des Espagnols, comme n'importe qui le ferait dans son pays. En restant sur l'exemple de l'Espagne, en 1808, c'est les Espagnols qui subissent l'oppression des Français. Le 2 mai, les habitants de Madrid se soulèvent contre les Français, et le lendemain, les troupes françaises répriment violemment la révolte. Ces révoltes se propagent alors dans tout le pays. L'Empire doit aussi affronter une coalition militaire de monarchies européennes désireuses de rétablir l'ordre monarchique. Ici on va parler de seulement celle de 1814, mais il faut quand même que vous reteniez que Napoléon a quand même battu 7 coalitions. En tout cas, du coup il a perdu à la dernière. Ainsi, il est forcé d'abdiquer en 1814, définitivement, après la période des 100 jours, en juin 1815. Donc qu'est-ce que sont les 100 jours? En gros, Napoléon a perdu contre la 7ème coalition. Finalement, il va donc être exilé sur l'île d'Elbe, mais va quand même reprendre le contrôle à Paris pendant 100 jours, donc pendant quelques mois en résumé. Et finalement, c'est en juin 1815 qu'il est rebattu à Waterloo et qu'il doit enfin s'exiler sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourra un petit peu plus tard. Après la fin du Directoire, Napoléon instaure donc le consulat, en ayant pour objectif de mettre fin à la révolution et le retour de l'ordre. Pourtant, Napoléon met en place un régime autoritaire en devenant consul puis empereur. Ses conquêtes ont permis la diffusion des principes révolutionnaires puis napoléoniens à l'échelle du continent. C'en est fini du premier empire français. Bon, et maintenant l'Empire s'est effondré en 1814, les monarchies européennes souhaitent rétablir l'ordre. Ces puissances se retrouvent à Vienne où elles veulent instaurer une nouvelle diplomatie garantissant une paix durable. On va alors voir dans un premier temps la restauration de l'ordre monarchique en Europe, puis dans un second temps l'essor des mouvements nationaux et libéraux issus de la Révolution. Entre 1814 et 1815, les souverains, donc ayant vaincu Napoléon Bonaparte, tentent de refonder l'ordre ancien en Europe. Pour cela, ils se réunissent lors du Congrès de Vienne, où les puissances européennes monarchiques agrandissent leur territoire tandis que la France se voit imposer la restauration monarchique et un retour aux anciennes frontières. Ils ont aussi la volonté d'assurer cette fameuse paix, comme je l'ai dit précédemment. Pour cela, ils mettent en place un concert des nations. C'est une expression définissant la volonté des grandes puissances monarchiques européennes de se réunir régulièrement afin de promouvoir la paix avec une grande diplomatie en Europe. Ainsi, la mise en place de la Sainte Alliance démontre cela aussi, entre l'Empire russe d'Autriche et le Royaume de Prusse, afin de maintenir le nouvel ordre européen. Entre 1814 et 1848 correspond à l'installation de monarchies constitutionnelles, symbolisée par la Restauration puis la monarchie de Juillet. Tout d'abord, la Restauration est une période marquée par le retour de la dynastie des Bourbons en France, entre 1814 et 1830. Alors pour vous faire simple, les Bourbons, c'est globalement les rois qui ont été là avant la Révolution française. Ainsi, on va s'approcher de la famille de Louis XVI avec Louis XVIII qui va donc revenir au pouvoir, et ensuite Charles X. Cette période s'effectue alors dans le cadre d'une monarchie limitée par la charte de 1814. Ces deux régimes sont caractérisés par le retour à l'ordre monarchique et à la recherche d'un compromis avec les principes issus de la Révolution. Et oui, on n'efface pas directement ces acquis. On est bien sur une fin de l'absolutisme en France. Ensuite, la monarchie de Juillet est un régime politique né après les Trois Glorieuses de juillet 1830, se caractérisant par le renforcement des pouvoirs du Parlement. En 1814, le retour du roi à la tête de France correspond bien plus à une décision extérieure qu'intérieure. Bah oui, c'est plutôt ceux qui ont participé au congrès de Vienne qui ont vaincu Napoléon qui vont choisir qui revient en force en France plutôt que le peuple français lui-même. Ainsi, Louis XVIII s'attache alors à trouver un compromis entre les valeurs de l'ancien régime et les nouveaux pour éviter finalement les problèmes au sein du pays. On est alors dans une monarchie limitée, en opposition à l'absolutisme. Si vous voulez un petit peu plus lire en détail et peut-être retenir quelques petites citations, je vous mets une petite image à l'écran avec les nombreux articles de cette nouvelle constitution. En 1830, suite à l'abdication de Charles X, la charte est considérablement révisée. Le nouveau régime mis en place après la révolution des Trois Glorieuses en juillet 1830 est la monarchie de Juillet. Elle limite encore le pouvoir monarchique tout en renforçant le pouvoir du Parlement. Le nouveau roi est Louis-Philippe qui a été choisi comme souverain par les deux chambres du Parlement. Cette monarchie s'attache à réformer les institutions. Le roi ne dispose plus de l'initiative des lois. Toutefois, le pouvoir reste entre la main des puissants comme l'aristocratie et la bourgeoisie. Le régime suscite aussi la méfiance d'une part de la population de plus en plus sensible aux idées démocratiques. Je vous montre un petit peu le schéma de cette nouvelle charte. Si vous faites un petit peu attention, certes ça n'y ressemble pas exactement, mais on se rapproche plus d'une monarchie constitutionnelle, comme la monarchie anglaise, parlementaire anglaise qu'on avait vue l'année dernière, si vous vous souvenez bien en seconde. Après cette période, le Congrès de Vienne ne peut plus rien empêcher les nouvelles aspirations et aux idées libérales de se diffuser en Europe. Face à l'étouffement de ces revendications nationales par les différents souverains, des mouvements nationaux portant le projet de créer des États-nations, ça s'appelle comme ça, se développent dès les années 1820. On peut citer la révolution grecque par exemple en 1821 contre l'Empire ottoman dont la France participera pour libérer la Grèce en 1830. Ces aspirations sont encouragées par un nouveau mouvement politique, c'est le libéralisme que vous connaissez très bien aujourd'hui. Celui-ci prône le respect des libertés individuelles et la mise en place des régimes parlementaires. Ainsi au sein de la Confédération germanique, tiraillée dès sa naissance en 1815 entre les deux puissances principales qui sont le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche, les libéraux allemands se trouvent à la tête d'un nouveau
mouvement national. Pour diffuser ces nouvelles idées, avec l'interdiction des réunions publiques, des sociétés secrètes sont créées. C'est notamment le cas du mouvement nationaliste et libéral Jeune Italie, pour rassembler les révolutionnaires italiens pour lutter contre l'unification politique de l'Italie. Face aux nombreuses résistances que rencontre Charles X, celui-ci décide donc de renforcer le pouvoir en mettant la censure, la suspension des journaux d'opposition, etc. Ces décisions provoquent les trois glorieuses des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui aboutissent à son abdication. Les élites libérales du pays sont au cœur de cette révolution qui se caractérise aussi par les barricades dressées dans Paris. Enfin en 1848, des révolutions éclatent partout en Europe. Une fois de plus, la France est à l'origine de ce mouvement avec le renversement de la monarchie de Juillet en février. Et donc on va assister à l'instauration de la Seconde République, qui met en place dans la foulée le suffrage universel masculin. A partir de 1848, des insurrections et révoltes éclatent aussi ailleurs en Europe, comme à Berlin, Prague ou encore Vienne, pour réclamer le respect des droits et des nationalités, ainsi que des régimes politiques plus représentatifs. On appelle ainsi cette période le printemps des peuples, qui marque ainsi la véritable apogée du mouvement libéral et national en marche depuis le congrès de Vienne. Pour conclure, les puissances monarchiques européennes se sont alors réunies au congrès de Vienne pour établir l'ordre ancien. Les monarchies constitutionnelles s'installent alors en France entre 1814 et 1848. Sous la période de la Restauration, Louis XVIII tente de trouver un compromis entre les valeurs de l'ancien régime et les principes de la Révolution en signant la charte. Cependant, l'ordre conservateur ne convient plus et les modes nationaux ne cessent de se développer avec notamment le libéralisme qui est un mouvement issu de la libération. Les poussées révolutionnaires débouchent sur les Trois Glorieuses qui aboutissent à la mise en place de la monarchie de Juillet, mais des révoltes éclatent en Europe et le printemps des peuples marque l'apogée des revendications libérales et la naissance de la Seconde République. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo et notre cours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Je compte revenir en force sur YouTube comme l'année dernière. Alors j'ai eu quelques empêchements qui m'ont empêché de publier durant cette année scolaire. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour les 100 abonnés, c'est quelque chose d'énorme, je vous remercierai jamais assez. Et n'hésitez pas donc à vous abonner ou à liker si ce n'est pas encore fait, je continuerai les vidéos pour les programmes de première, de terminale, etc. etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Overstory et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.